everyone. My name is Luisa Miniaci Di Leo, and I'm the Montreal and Quebec chapter coordinator for the PKD Foundation of Canada. I'd like to take a moment to respectfully acknowledge the traditional ceded and unceded territories of the Indigenous people. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître avec respect les territoires traditionnels cédés et non cédés des peuples autochtones de l'île de la Tortue, sur les terres que les peuples colonisateurs appellent aujourd'hui le Canada. Nous sommes profondément reconnaissants et reconnaissantes de pouvoir vivre, travailler et apprendre sur ces terres qui ont été protégées et honorées par les peuples autochtones depuis des milliers d'années. Nous honorons le lien durable entre les peuples autochtones et leurs territoires traditionnels. Nous reconnaissons l'importance d'apprendre leur histoire, de respecter leur culture et de mettre en lumière leurs contributions passées et présentes. Nous reconnaissons également le besoin humble urgent de construire des relations sincères et honorables, ce qui inclut la défense de la co-création de systèmes de santé culturellement sécuritaires, de diminuer des inégalités en santé entre les populations autochtones et non autochtones et de l'intégration du mieux-être, bien-être autochtone dans tous les aspects de soins et santé rénale. Comme je vous ai dit, je m'appelle Luisa Miniaci, je suis coordonnatrice et je suis devenue coordonnatrice parce que la Fondation canadienne de la MPR est la seule organisation nationale au Canada dédiée exclusivement à la lutte contre la MPR à travers la recherche, la sensibilisation, l'éducation, la promotion et le soutien. Le thème de ce soir porte sur les médicaments que les patients ou patientes atteints et atteintes de la MPR autosomique dominante pourraient prendre, notamment le Ginac, qui est aussi connu comme le Tolvaptan, ainsi que les médicaments qui pourraient être nocifs pour les reins. Il y aura une période de questions-réponses à la fin de la présentation. Et n'hésitez pas de poser vos questions à tout moment, soit dans la section de questions-réponses, soit dans à travers avec votre clavier. Nous essaierons d'y répondre pendant la période dédiée. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Je vous présente maintenant notre conférencière, Shirin Nassim, qui a d'abord été formée et a exercé comme pharmacienne au Liban. Elle détient également une maîtrise en pharmacologie clinique de l'Université de Montréal. Elle a acquis une expérience pratique en pharmacovigilance lors de stages à Santé Canada et elle s'est intéressée particulièrement aux maladies rénales, à la MPR et à la sécurité des patients et patientes. Elle partage régulièrement du contenu éducatif sur la MPR et la santé rénale pour sensibiliser le public et soutenir les personnes touchées. Bienvenue, Shirin. Bonne soirée à vous tous aussi. Je lui cède maintenant la parole pour sa présentation.
Merci Louisa, merci Michel. Je suis vraiment ravie de participer à ce webinaire en tant que pharmacienne et en tant que personne touchée de près par la maladie polykystose rénale dans ma proche famille. Je crois vraiment profondément à l'importance de l'éducation des patients et la sécurité des médicaments, surtout sur les maladies polykystose rénale. Et je souhaite que cette webinaire donne les informations qui seront très utiles et importantes pour vous. Merci. Je commence donc la maladie polykystique rénale. On commence par une petite introduction avec les traitements qui retardent l'insuffisance rénale et pour contrôler l'hypertension artérielle et les médicaments qui sont non recommandés en cas de polykystose rénale. En premier, la maladie polycystique rénale est une maladie héréditaire, autosomique dominante ou récessive, dans laquelle les kystes remplis de liquide se développent dans les deux reins. La maladie polykystose rénale autosomique dominante représente 5 à 10% des cas d'insuffisance rénale dans le monde. Les reins augmentent de volume jusqu'à 4 fois le volume normal et les fonctions rénales diminuent progressivement au fur et à mesure. Le diagnostic serait à partir d'une échographie abdominale, imagerie par résonance magnétique, tomodensitométrique et test génétique. Parmi les symptômes, la première qui apparaît, les symptômes, c'est l'hypertension artérielle et la douleur au niveau du ventre, du flanc ou d'abdomen. Présence des cendres dans les urines, sensation de lourdeur ou de plénitude abdominale, augmentation du volume abdominal, maux de tête, calculs rénaux, infection des voies urinaires et l'insuffisance rénale à la fin. Parmi les autres complications de maladie polykystique rénale autosomique dominante, on peut citer les cystes pancréatiques, les cystes hépatiques, les anévrismes intracrâniens, maladies des valves cardiaques, surtout la valve mitrale, euh, et les derniers abdominales. Il y a quelques interventions sur le mode de vie pour protéger la santé rénale, surtout maintenir un poids santé, régime alimentaire spécifique, activité physique régulière, réduisez le sel, moins que 2 grammes de sodium par jour, évitez de fumer, surveillez votre pression artérielle, buvez suffisamment d'eau, prenez soin de votre santé mentale et consultez régulièrement votre médecin. Par rapport au traitement, la première but est de retarder l'apparition de l'insuffisance rénale par les mesures qu'on a déjà citées avant et par les médicaments. Le seul traitement, c'était le tolvaptan. Mais avant, on va comprendre le rôle de vasopressine dans le traitement. La vasopressine, c'est une hormone antidiurétique produite par l'hypothalamus et libérée par l'hypophyse. Il contrôle l'équilibre de l'eau dans le corps, favorise la réabsorption de l'eau par les reins en stimulant les récepteurs V2, aide à maintenir encore la pression artérielle et l'équilibre, la pression artérielle et l'équilibre de sodium. Les patients atteints de maladie polykystique rénale autosomique dominante présentent des taux élevés de vasopressine et le taux élevé de vasopressine est associé à la sévérité et à la progression de la maladie. La vasopressine stimule aussi la croissance des kystes et accélère la perte de fonction rénale. Et chez les animaux, l'absence de vasopressine réduit la formation des kystes. Pour cela, réduire l'effet de vasopressine va ralentir la progression de la maladie, ou bien par l'antagonisme des récepteurs V2, le tolvaptan, ou bien par l'hydratation accrue qui diminue sa concentration dans le sang. Donc, la première approche, c'est l'augmentation de l'apport hydrique. Donc, un apport hydrique supérieur à 2 litres par jour entraîne une diminution de la libération de la vasopressine en abaissant la osmolalité plasmatique. Cette baisse de vasopressine contribue donc à ralentir le développement des kystes. Mais cet apport hydrique est recommandé surtout chez les personnes qui ont un débit de filtration glomérulaire plus grand que 30 millilitres par minute par 1,73 m², donc qui ont un stade 3 ou 2 de l'insuffisance rénale. Après ça, le médecin qui va recommander l'apport hydrique à combien. Et on passe à tolvaptan, qui est le seul médicament pour le moment pour ralentir la progression de la maladie. Il bloque les récepteurs V2 de la vasopressine au niveau des reins. Il inhibe cet effet de cette hormone et ralentit la croissance des kystes et freine le déclin de fonction rénale. Il augmente la production d'urine, provoquant des mictions plus fréquentes de jour comme de nuit, mais cet effet tend à diminuer avec le temps un peu. Euh,
Quand il est indiqué le tolvaptan, il est indiqué chez les maladies polykystoses rénales autosomiques dominantes qui ont un volume rénal total plus grand que 750 millilitres, qui ont un débit de filtration glomérulaire estimé à plus grand que 25 millilitres par minute, et le risque de la progression rapide de la maladie selon la classification de Mayo Clinic, donc 1C à 1E. Et encore, le taux historique de la diminution de la débit de filtration glomérulaire plus grand que 3 millilitres par minute par an. Donc, il faut qu'il satisfait toutes ces conditions pour qu'il soit éligible au traitement de tolvaptan. L'efficacité de tolvaptan a été montrée dans des études cliniques, durant les études cliniques, recherche clinique de médicaments, à études tempo et études reprises, qui a montré une réduction de déclin de la fonction rénale, comme 26% dans l'étude tempo et 35% par rapport au placebo. On a une réduction de la déclin de fonction rénale, ce qui va offrir une protection contre l'insuffisance rénale et les lésions rénales. Il y a une réduction de l'incidence de douleurs rénales et diminution des taux d'infection urinaire et des calculs rénaux et d'hématurie chez les patients de maladies polykystiques rénales. Et il y a une autre étude qui a été réalisée aux États-Unis en pratique réelle, donc hors des essais cliniques, qui a montré encore que l'effet de tolvaptan dans la diminution de déclin de fonction rénale a été par rapport aux personnes qui suivent les précautions normales sans traitement par tolvaptan par rapport à une réduction de 1,4 millilitres par minute par année par rapport au placebo, non placebo, les gens qui ne prennent pas tolvaptan. Et la même chose, un autre groupe a été comparé, comme la même chose, on a une réduction de 1,18 millilitres par minute par an de la déclin de fonction rénale par rapport aux gens qui ne prennent pas tolvaptan. Par rapport aux doses de tolvaptan, le tolvaptan, la dose initiale commence à 45 mg le matin et 15 mg après-midi, mais après 8 heures de la dose initiale, maximum. Puis après une semaine, on augmente la dose à 60 mg le matin et 30 mg après-midi. Et puis on arrive à la dose tolérée, le maximum, 90 mg le matin et 30 mg l'après-midi. Parfois, on est obligé ou bien on diminue la dose progressivement quand il y a une interaction médicamenteuse avec d'autres médicaments qui inhibent le métabolisme de tolvaptan. Pour certains temps, on diminue la dose ou bien ou bien en cas d'intolérance ou d'effet indésirable mal toléré, ou en cas d'augmentation des enzymes hépatiques. Et le plus essentiel, que le tolvaptan n'est pas indiqué chez les enfants et les adolescents moins que 18 ans, c'est parce qu'il n'y a pas des études suffisantes, n'a pas été étudié chez les enfants. Par rapport à la pharmacocinétique, donc le tolvaptan est bien absorbé par voie orale, 56%. Il peut être pris avec ou sans aliment. Il est métabolisé, donc et les enzymes hépatiques ce qui détruit le tolvaptan dans l'organisme. Et il n'est pas éliminé par voie rénale et sa demi-vie est de 9 heures, 9 heures pour que la quantité dans l'organisme diminue la moitié. Et si une dose est oubliée, il faut prendre la suivante à l'heure prévue. Il ne faut pas doubler le dose. Parmi les effets secondaires possibles, il y a la soif, l'augmentation de la production d'urine, les besoins plus fréquents d'uriner le jour et la nuit, les maux de tête, constipation, diarrhée, sécheresse buccale, indigestion, fatigue, difficulté à dormir, spasmes musculaires, éruptions cutanées et démangeaisons. Les effets secondaires graves, on peut citer le hausse de taux d'acide urique dans le sang, les lésions hépatiques qui apparaissent comme sous forme de jaunissement de la peau, des yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées et vomissements et perte d'appétit. Et encore une hausse de taux sanguin de potassium, hypercalémie et déshydratation. Mais l'hépatotoxicité, c'est le plus effet indésirable grave. Pour cela, il y a une création de programmes contrôlés de distribution et de surveillance de l'innocuité hépatique. Ce programme oblige à un suivi strict des tests hépatiques sanguines, les taux d'ALT, d'AST et de bilirubine. Et puisque cette hépatotoxicité est idiosyncrasique, c'est-à-dire imprévisible, non liée à la dose ni à la durée de traitement. Donc, avant le traitement, il faut tester les enzymes hépatiques. Puis, tout est bon, on passe après le traitement chaque 2 à 4 semaines pendant 18 mois
les tests hépatiques, puis après, si toutes les valeurs sont normales, tous les 3 mois pendant 12 mois, puis tous les 3 à 6 mois pendant le reste du traitement. Quand il y a une élévation des enzymes hépatiques, qu'est-ce qui se passe? En premier, en présence de symptômes évocateurs d'atteinte hépatique ou d'une élévation anormale de ALT-AST, la première chose, interrompre immédiatement le tolvaptan. Répétez les tests hépatiques dans les 48 à 72 heures et effectuer les tests plus fréquemment jusqu'à stabilisation ou normalisation des résultats. Puis, la réintroduction est prudente, peut être envisagée une fois les valeurs revenues à la normale. Mais parfois, l'arrêt est définitif de tolvaptan dans certains cas, lorsque les élévations enzymatiques dépassent certains seuils critiques ou lorsqu'ils s'accompagnent de symptômes persistants des lésions hépatiques. Le délai d'apparition des effets indésirables hépatiques, c'est entre 12,5 mois et 22,3 mois. Mais dans tous les cas, les valeurs hépatiques vont être normalisées en moins de 4 mois après l'arrêt de traitement. Et jusqu'à jour, cette approche a permis d'éviter tout cas de lésions hépatiques graves ou insuffisance hépatique chez plus de 2000 patients traités par tolvaptan au Canada au cours des 10 dernières années. Et ce médicament, on lui dit blood for drug, c'est-à-dire le produit ne peut être distribué que lorsque les prises de sang ne montrent pas d'élévation enzymatique. Donc, avec cette méthode, il n'y a aucun patient a- a- a été atteint de lésions hépatiques graves ou d'insuffisance hépatique grave. Donc, dans tous les cas, c'est rare. Les contre-indications du tolvaptan, antécédents ou signes ou symptômes d'une atteinte hépatique significative, sauf s'ils sont dus à une polykystose hépatique. Prise de médicaments qui inhibent le cytochrome, donc qui inhibent le métabolisme de tolvaptan, l'hypernatrémie non corrigée, incapacité à percevoir ou à répondre à la sensation de soif, l'hypovolémie, l'hypersensibilité au tolvaptan ou à l'un des composants du produit, et l'obstruction des voies urinaires et la grossesse et l'allaitement. Par rapport à l'interaction médicamenteuse, donc comme on a dit, le tolvaptan est métabolisé par un enzyme hépatique qui s'appelle cytochrome 3A4. Tout médicament qui inhibe cette enzyme, qui inhibe le métabolisme de tolvaptan, doit être contre-indiqué, surtout qu'il inhibe de façon très forte, comme clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, les antivirales comme lopinavir, ritonavir, etc. Et le jus de pamplemousse qui est un inhibiteur puissant de cette enzyme. Donc, il faut éviter de tout le jus de pamplemousse de boire avec le tolvaptan. Et il y a des médicaments qui induisent le cytochrome, donc qui accélèrent le métabolisme du tolvaptan, donc ils diminuent l'efficacité, comme les rifampicine, carbamazepine, phénobarbital et la miltpertuis. Et il y a un médicament qui est analogue de la vasopressine de ces récepteurs, donc on ne peut pas les combiner les deux médicaments et va diminuer l'effet. Il faut noter bien que l'importance, l'hydratation. Gardez toujours l'eau à portée des mains, buvez régulièrement pendant le traitement. Évitez le jus de pamplemousse. Réduction de l'apport en sodium peut aider à diminuer légèrement la polyurie induite par le tolvaptan. Il est préférable de débuter les traitements durant le week-end, les fins de semaine, afin de pouvoir surveiller les effets les effets initiaux sur la diarrhèse. Grossesse, arrêt de tolvaptan lors de planification ou tentative de grossesse. La même chose qu'à l'allaitement, il faut éviter d'utiliser pendant l'allaitement. Et il faut noter qu'il y a un cycle day plan, c'est-à-dire on peut sauter des doses en cas d'accès limité à l'eau. Donc, en cas de voyage, en cas de longue randonnée, pas d'accès à l'eau, on peut arrêter le traitement durant cette période, 1 jour, 2 jours, c'est pas grave. Et en cas de perte hydrique accrue, donc continuer dans une situation diarrhée, vomissement, fièvre, où il y a perte d'eau, on ne peut pas prendre le médicament dans ces cas. Et il y a un programme de soutien avec Gina qui est le Origine. Ce programme de soutien va aider les patients. En premier, le patient va signer une formulaire d'entente avec le médecin quand il est indiqué pour ce patient. Et quand il est signé,
ils vont contacter directement le programme de soutien Origine. Origine va donc aider à offrir une assistance lors de la processus de remboursement ou d'aide financière, à part de RAMQ, à part de l'assurance. Il va demander le financement de ce médicament. Et encore, il y a un service de la pharmacie qui va livrer le médicament chez eux et encore accès au programme d'analyse sanguine à domicile. Il y a des appels téléphoniques, des rendez-vous pour les prises de sang et encore des infirmières qui répondent toujours aux questions des patients. Il y a une petite vidéo dans le site web d'Origine. Je ne sais pas si y a de temps à quelques secondes pour voir la vidéo. Souhaite personnellement la bienvenue au programme de soutien aux patients Origine pour Ginarc. Parce que vous avez reçu une ordonnance de Ginarc, vous pouvez recevoir un soutien personnalisé de l'équipe Origine. Nous devrions déjà avoir reçu votre formulaire d'entente entre le patient et le prescripteur, signé de votre main, ce qui enclenche le processus de mise en route du traitement. Une fois que nous aurons reçu votre formulaire d'entente, nous communiquerons avec vous dans les 2 prochains jours ouvrables. Le principal objectif de la séance d'aujourd'hui est de nous assurer que vous avez toute l'information et le soutien dont vous avez besoin pour entreprendre votre traitement par Ginarc. Origine vous permet de communiquer directement avec des professionnels de la santé, comme moi, qui peuvent vous aider à en apprendre davantage sur Ginarc et sur la manière d'intégrer ce médicament dans votre vie. Nous vous aiderons dans le processus de remboursement et envisagerons la possibilité d'aide financière, tout en vous tenant au courant de l'évolution de votre dossier. Il faut compter environ 1 mois en général avant que le traitement commence, parce que nous devons faire des démarches préparatoires. Mais le début réel du traitement peut varier selon les régimes d'assurance. Une fois que tout sera en place, nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez recevoir Ginarc, soit par l'intermédiaire d'une pharmacie participant au programme ou par l'entremise d'une pharmacie de votre choix. Nous vous aiderons également à planifier vos prises de sang. De plus, vous aurez la possibilité de consulter diverses ressources utiles, dont le guide d'accompagnement qui contient de l'information sur le traitement par Ginarc et qui donne des conseils sur le mode de vie et l'alimentation. L'équipe Origine peut également communiquer avec vous tous les mois pour vous rappeler vos prises de sang. De plus, vous pouvez au besoin communiquer avec Origine quand bon vous semble. Alors, bienvenue dans Origine. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Donc, assez pour tolvaptan. On va passer maintenant à la hypertension artérielle, qui est qui est la manifestation clinique la plus fréquente et la plus précoce de la maladie polykystique rénale autosomale dominante. La première hypertension artérielle, quand elle est supérieure à 130 sur 85 mm de mercure, et le patient d'âge de 18 à 49 ans est dans le stade 1 ou 2 de l'insuffisance rénale. Donc, le début de filtration glomérulaire va être plus grand que 60. Dans ce cas, la tension artérielle doit être moins que 110 sur 115 mm de mercure si toléré par le patient. Si le patient est âgé de plus grand que 50 ans, à n'importe quel stade d'insuffisance rénale, la tension artérielle systolique doit être inférieure à 120 mm de mercure. Pourquoi viser une tension artérielle plus basse? Parce que ça ralentit la croissance des kystes, réduit la protéinurie, protège le tissu rénal, retarde la dialyse ou la greffe. Et il y a comme des traitements non pharmacologiques, on peut citer réduire la consommation de sel, maintenir un poids santé, pratiquer une activité physique régulière, trouver la meilleure façon de gérer la douleur, ne pas fumer, limiter la consommation d'alcool. Par rapport au traitement pharmacologique, le premier choix, ça va être ou bien l'inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, comme enalapril, lisinopril, ramipril et perindopril. Il y a plus que ça. Et antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, comme candesartan, losartan, valsartan, irbesartan, telmisartan. Tous ces médicaments, on peut l'utiliser, un de ces 12 médicaments, à la dose la plus, on peut arriver jusqu'à la dose la plus élevée et tolérée afin d'obtenir les bénéfices démontrés dans les essais cliniques. Donc, on peut citer comme ramipril, on peut arriver jusqu'à 20 mg par jour, candesartan jusqu'à 32 mg par jour et valsartan jusqu'à 320 mg par jour. Le mécanisme d'action de ces deux médicaments, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, il inhibe la formation de l'angiotensine 2. C'est une hormone qui est une forme active qui provoque la vasoconstriction et augmente la tension artérielle. Donc, en inhibant la formation de cette hormone, ça va diminuer la tension artérielle. Et l'antagonisme des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2, bloque les récepteurs de l'angiotensine, ce qui empêche donc son effet vasoconstricteur.
La particularité de ces deux médicaments au niveau du rein, que les récepteurs de l'angiotensine 2 se trouvent surtout sur les artérioles efférentes, c'est-à-dire sur les petits vaisseaux qui sortent du glomérule rénal après filtration. Quand on va bloquer ces effets vasoconstricteurs, ça va provoquer une vasodilatation à ce niveau, ce qui diminue la pression à l'intérieur du rein et protège la fonction rénale. Donc, les ARA2 et les UEC sont plus qu'un simple contrôle de la tension artérielle. Ils réduisent la protéinurie, protègent le tissu rénal, diminuent la pression à l'intérieur des reins et ralentissent les dommages causés par la croissance des kystes au fil du temps. Donc, les ARA2 et les UEC sont indiqués en cas d'hypertension artérielle et en cas de présence de protéines dans l'urine, même sans hypertension. Avec ça, il aide à préserver la fonction rénale et peut retarder la dialyse ou la greffe à long terme. Parmi les effets indésirables communs pour ces deux médicaments, ces deux catégories de médicaments, on peut citer l'hypotension orthostatiques, l'hypercalémie, l'insuffisance rénale aiguë et l'œdème angionévrique. Avant le début de traitement et ou après l'augmentation de la dose du médicament, de ces deux médicaments, 2 à 4 semaines, il faut vérifier les changements de la tension artérielle, de la créatinine sérique et du potassium sérique. S'il y a une hypercalémie avec ces deux médicaments, on peut les gérer par des mesures visant à réduire le taux de potassium sérique plutôt que par une réduction de la dose ou un arrêt de traitement. Si le créatinine sérique augmente plus que 30%, ici il faut arrêter le traitement. Si l'hypotension symptomatique et l'hypercalémie est non contrôlée malgré tout le traitement médical, il faut réduire la dose ou interrompre le traitement. S'il y a un angioëdème, directement interrompre le traitement par ces deux médicaments. Par rapport aux effets indésirables des UEC comme ramipril et enalapril et lisinopril, il y a la toux. La toux sèche survient dans les semaines à 6 mois après initiation de traitement. Elle est liée à l'accumulation de hormones comme bradykinin et substance P et cet effet, cette toux, ça cesse dans les 4 jours après arrêt de traitement. Donc, quand le patient présente une toux sèche après l'utilisation de ces médicaments, il faut les changer directement à l'autre catégorie des médicaments qui s'appelle l'ARA2, candesartan, losartan et valsartan. Autre que la toux, on a hypotension, maux de tête, nausées, vomissements, hypotension orthostatique, vertige. Et avec les ARA, on peut citer œdème périphérique, diarrhée, nausées, palpitations, tachycardie et vertige. Par rapport à l'interaction médicamenteuse pour ces deux catégories, il y a un risque d'hypercalémie, donc d'augmentation de potassium dans le sang, si on a utilisé des médicaments diurétiques comme le spironolactone, l'eplérenone, amyloride et triamterène, ou bien avec les suppléments de potassium, ou bien avec un antibiotique trimethoprim sulfamétaxazole. On a aussi une aggravation des fonctions rénales s'ils sont utilisés avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et on a une augmentation de taux sérique de lithium quand il est utilisé avec ces deux médicaments, ce qui augmente la toxicité de lithium. Il faut noter que ces deux médicaments sont contre-indiqués en cas de grossesse, non recommandés en cas d'allaitement. Et en cas de toux sèche, il faut le switcher vers le deuxième médicament, la ARA2. On a un risque d'hypercalémie. L'interaction alimentaire, c'est très peu, pas de restrictions particulières pour ces deux médicaments. Et il faut éviter l'association de ces deux médicaments, IEC et ARA2, parce qu'ils travaillent de la même façon. Donc, il ne faut pas utiliser les deux en même temps, ou bien ça, ou bien ça. Par rapport aux médicaments à éviter ou à utiliser avec précaution en cas de MPR. Le premier médicament on peut le trouver en vente libre, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme ibuprofène, naproxène, diclofenac et celecoxib et plusieurs autres, ils ont un effet vasoconstricteur. Donc, ils rétrécissent les vaisseaux sanguins, ce qui va augmenter en premier la pression artérielle. Ils réduisent les flux sanguins rénaux, augmentent la pression intrarénale, accélèrent les lésions liées au kyste et peuvent entraîner un déclin plus rapide de la fonction rénale. Et à noter que l'aspirine, c'est un anti-inflammatoire comme les autres, mais à dose de 80 à 100 mg qui est utilisé comme anti-agrégant plaquettaire est une dose sécuritaire pour les reins. Mais la dose élevée, c'est un effet anti-inflammatoire qui va augmenter la pression et va faire la même chose. Alternative. Comme les maladies polykystiques et ont des polykystoses rénales présentent beaucoup de douleurs à cause des reins. Donc, il faut trouver un
Alternative aux anti-inflammatoires stéroïdiens pour les traitements, donc c'est l'acétaminophène ou paracétamol. Parfois, ce médicament, c'est pas suffisant pour analgésique. Le médecin peut ajouter antidépresseurs tricycliques comme les amitriptyline, le gabapentine ou le tramadol. Parfois, le médecin peut prescrire des opioïdes, mais uniquement en cas de douleur sévère, sous surveillance médicale étroite. Et à noter que parfois, les médecins peuvent prescrire les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, mais à dose très faible, le minimum, ou à courte durée, chez les patients ayant une fonction rénale stable. Donc, c'est le médecin sous surveillance peuvent prescrire ça, mais pas en vente pour prendre des ANS. Le deuxième médicament, le pseudoéphédrine. Le pseudoéphédrine, on peut le trouver dans les produits contre le rhume et la sinusite. C'est un décongestionnant oral qu'on peut prendre. Il est un vasoconstricteur, c'est-à-dire il rétrécit les vaisseaux sanguins. Donc, peut augmenter la pression artérielle, réduire le flux sanguin vers les reins et à long terme aggraver la fonction rénale. On a quelques photos se trouvent sur le marché comme Claritine, Allergie Sinus ou Sudafed ou bien Reactine Sinus ou bien Advil Cold Sinus, tout contient de pseudoéphédrine. L'alternative, le premier choix sécuritaire, c'est les solutions salines, les sinus rinces, les sprays nasales, qui sont simples, naturels, sans danger pour les reins. Parfois, on peut utiliser les sprays nasaux comme le Otrivine ou Triophane. Ce sont des médicaments décongestionnants locaux. Ils agissent localement dans le nez sans effet sur tout le corps, mais il faut les utiliser pour 3 jours pour éviter leur effet rebond, congestion de rebond. On a Drixoral, Otrivine, Nilmed, Sinusrenz, Nilmed qui sont disponibles sur le marché. Par rapport au laxatif, il faut éviter les fluides enema à cause de la contenu en phosphate de sodium. Les citromag, utilisé comme laxatif en cas pour les avant l'endoscopie, contiennent une dose élevée de magnésium. Et le lieu de magnésie quand même, une haute dose de magnésium. Il faut l'utiliser à la place de ces médicaments comme laxatif. On peut utiliser le colas, le lactulose, le laxadé, c'est un polyéthylène glycol, le dulcolax bisacodyl, le Sinecote, c'est le sinoside, et le métamucil. Surtout le magnésium à haute dose, il faut utiliser une supplémentation faible de magnésium à modérée chez les patients de stade 3 d'insuffisance rénale. Et en cas de stade avancé d'insuffisance rénale 4 ou 5, il faut éviter les fortes doses de magnésium et utiliser seulement le magnésium sous prescription et surveillance médicale. Par rapport au médicament antidiarrhée, le peptobusmul, c'est un bismuth subsalicylate. Donc, ça va libérer dans l'organisme le salicylate qui est comme l'aspirine. Donc, c'est un anti-inflammatoire et il contient une haute dose de cette aspirine, de ce salicylate dedans. Donc, c'est à éviter. On peut utiliser l'opéramide, Imodium, mais surtout pour 48 heures maximum pour éviter l'effet nocif. On a les antiacides comme le Malox, le Gaviscon. À cause de leur contenu en magnésium, il faut utiliser avec précaution. Il ne faut pas prendre beaucoup de doses par jour. On peut les changer avec TAMS, lequel contient calcium carbonate, Zantac, ranitidine, ou bien oméprazole, ou bien les autres inhibiteurs de pompe de protons. Voici quelques photos. Et pour les vitamines, on a le vitamine D. Il faut éviter les doses élevées de vitamine D, plus grand que 100 000 unités internationales. Et au stade 4 et 5 de l'insuffisance rénale ou de dialyse, seule la forme active de la vitamine D est prescrite par le médecin. On ne peut pas utiliser le vitamine D qui se trouve en vente libre. Le vitamine C, il faut éviter les doses élevées plus grandes que 1000 mg par jour pour les risques de calcul rénaux. Et il faut éviter les comprimés effervescents de vitamine C à cause de leur contenu en sodium. Pour le vitamine A, K et E, il est à éviter encore parce qu'ils s'accumulent dans l'organisme et sont liposolubles. Donc, en cas de fonction rénale faible, il va s'accumuler de plus et entraîner des effets toxiques. Et tous les produits à base de plantes naturelles, à base de plantes, il faut les éviter puisqu'on ne connaît pas leur effet, interaction avec les médicaments et leur effet sur le rein.
Il y a des médicaments qui sont prescrits, mais ils ont une néphrotoxicité. On peut citer les produits de contraste iodé qui sont utilisés durant les CT scans, l'angiographie et l'urographie. Le médecin doit être au courant de votre cas avant de donner une photo, non pas une photo, un diagnostic à travers le scanner ou ça. On a encore les médicaments nephrotoxiques, le lithium, l'immunosuppresseur, le cyclosporine et tacrolimus, les médicaments anticancéreux comme méthotrexate et cisplatine, certains antibiotiques comme amikacine, vancomycine, cotrimoxazole, amphotericine B et ciprofloxacine, et les antiviraux comme acyclovir, valacyclovir. Mais le point important, c'est l'usage occasionnel de certains médicaments néphrotoxiques peut être envisagé sous supervision médicale et selon le rapport bénéfice-risque si favorable. Donc, le médecin il va décider. Il y a encore un ajustement posologique pour certains médicaments qui nécessitent, quand tous les médicaments, la plupart des médicaments nécessitent un ajustement si le débit de filtration glomérulaire est moins que 60 ml par minute. L'ajustement dépend ou bien du débit de filtration glomérulaire, ou bien on diminue la dose, ou bien on réduit la fréquence d'administration. Il faut toujours éviter l'automédication. Bien s'hydrater, sauf contre-indication médicale. Prenez les médicaments aux doses recommandées et consultez un professionnel de la santé si vous remarquez des symptômes inquiétants. Et merci. Est-ce que vous avez des questions? Je n'entends pas. Bon. Est-ce que tu m'entends, chérie? Oui, maintenant, oui. OK. Merci beaucoup pour l'information. Étant donné que moi, je suis patiente MPA, ou bien j'étais, parce que j'ai eu une double greffe, mais je sais que quand tu fais la résonance magnétique et il te donne le iode, il te demande à quel stade tu es. Est-ce que ça va pour terrain? Et tu peux certainement leur dire que tu Mm. veux sans contraste. Tu peux C'est leur ça. dire, si vous êtes au stade 4 ou 5, tu peux leur dire que tu veux pas de contraste. À moins que ton médecin te dise, comme tu as dit, à moins que Oui. ton médecin a besoin vraiment avoir du contraste. Mais sinon, pour les personnes qui sont atteintes, ils sont au stade 4 et 5, ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas le contraste à cause de leur condition rénale. Mais je voulais te poser une question. Alors, Oui. moi, c'est pas que je m'inquiète de mes vieux reins, mais je suis une patiente qui a été greffée et je prends le tacrolimus, le cortisone, etc., etc., les médicaments qu'on appelle les MMF. Euh, euh, est-ce que tous ces médicaments-là peuvent affecter les anciens reins, même s'ils ne fonctionnent pas pour moi, disons, ils n'ont pas été enlevés, mes anciens reins. Est-ce OK. que tu penses que je pourrais avoir des problèmes? Non, mais comme ils ont un effet nephrotoxique, en général, il faut surveiller les fonctions rénales. Mais parce que votre rein ancien, même s'ils sont dans votre corps, mais ils ne fonctionnent pas, donc pas de soucis sur eux, mais il faut seulement superviser toujours les fonctions rénales avec ça, avec dans leur effet indésirable, c'est cité comme étant, ils ont néphrotoxique, mais comme le rapport de bénéfice, donc comme voudrez prendre le tacrolimus pour protéger contre le rejet de greffe, c'est plus important De qu'un petit protéger. déclin de fonction rénale. Donc, le rapport bénéfice-risque, ça va être plus favorable pour le tacrolimus. Il faut le prendre, mais il faut surveiller. Mais c'est pas un effet direct, c'est effet à long terme. Ça prend beaucoup de temps pour qu'elle apparaisse. OK, merci beaucoup. Je pense qu'il y a dans les questions
Que pensez-vous du Combogesic pour le soulagement des douleurs? C'est quoi le nom? Combogesic. 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 Il faut que je connais l'ingrédient. Désolée, mais s'il y avait l'ingrédient sur la boîte, je préfère de voir c'est qu'est-ce qu'on tient. Parce que comme je dis, c'est une combinaison de plusieurs... qu'est-ce que je connais comme combinaison de plusieurs médicaments. Donc, j'aime savoir les ingrédients parce que je connais pas les ingrédients dedans. S'il peut m'écrire des ingrédients dans la boîte, s'il vous plaît. Ah, elle vient de écrire le site. Le vois-tu, Chérine? Un instant. J'ai pas ouvert le Dans chat. dans le QA. Ok, je vais voir. Comment j'ai dit que... Dans le QA, il n'y a pas. Je vois pas. Ok. Ok, je le vois. Donc, c'est un ibuprofène avec acétaminophène. Donc, non, c'est pas souhaitable de prendre ça parce que ça contient l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Oh, donc, ça contient De l'anti-inflammatoire non stéroïdien qui va avoir un effet vasoconstricteur sur les vaisseaux et surtout les vaisseaux rénaux. Donc, à long terme, va donc aggraver l'insuffisance rénale ou bien accélère l'insuffisance rénale chez les maladies polycystiques rénales. C'est pas souhaitable de prendre seulement une comprimée par semaine, ça va être passé, mais non, moi je ne recommande pas. OK. Alors, j'ai quelques questions ici qui nous ont été soumises. Euh, pourquoi pas prendre pourquoi pas prendre des pamplemousses? Oui, le pamplemousse, c'est un fort inhibiteur d'un enzyme qui métabolise ou qui détruit ou qui fait sortir le tolvaptan par rapport au tolvaptan et par rapport à la plupart des médicaments sont métabolisés par ce enzyme. Donc, quand on va inhiber cet enzyme, on diminue le métabolisme des médicaments. Donc, les médicaments vont rester plus longtemps dans l'organisme. On peut avoir de leur effet indésirable, leur toxicité augmente et ce qui n'est pas voulu du traitement, n'importe quel médicament va être affecté. Mais pas tous les médicaments sont métabolisés par cette enzyme, mais la plupart. Donc, toujours éviter la pamplemousse avec les médicaments antihypertenseurs, avec tolvaptan, avec même les médicaments pour le greffe. Donc, c'est direct, son effet et ça paraît donc si vous, dans la même journée, l'effet de pamplemousse sur les enzymes. OK. Ah, merci, je ne savais pas. Alors, quelques questions. Commencer le tolvaptan, ce serait pour qui? Pour quand? Et pourquoi? Euh, d'habitude, pour qui? Disons l'âge et quand? Commencer le Oui. La tolvaptan. première chose, maladie polykystose rénale autosomale dominante en premier. C'était qui l'étude a été faite sur cette catégorie de malades, donc sur eux. Et la première chose, il faut plus grand que 18 ans. Il satisfait toutes les critères d'éligibilité pour ce médicament. Donc, le débit de filtration, le déclin de débit de filtration glomérulaire doit être rapide. Donc, parce que dans les polykystoses rénales, il y a comme deux catégories des patients. Une catégorie qui ont une progression rapide de la maladie. Donc, il arrive aux dialyses aux alentours de 50-55 ans. Et il y a un groupe des maladies elle atteint l'âge de 70 ans sans avoir une insuffisance rénale. Donc, pour cela, il se sépare de deux catégories. La catégorie qui a une progression rapide, qui va être qualifiée selon le IRM qui a fait pour les reins, pour voir la grandeur des reins, et selon la progression de la maladie. Donc, dans les familles qui s'appellent PKD1, c'est la catégorie qui a les progressions rapides. La plupart
des patients il y a des patients qui arrivent à l'insuffisance rénale à 40 ans, il y a des patients à 50 ans. Donc, quand on a un patient dans cette catégorie, il faut commencer tolvaptan pour retarder le plus possible l'insuffisance rénale. Mais c'est le médecin, selon les résultats des RM, les résultats du début de filtration glomérulaire, qui va décider le début de traitement. OK. Et une des questions qui m'est posée souvent, comment savez-vous si le tolvaptan fonctionne vraiment? On ne peut pas savoir directement. C'est un effet à long terme. Comme on a vu dans la présentation, il y a des études cliniques montrent que chaque année, il y a une réduction de déclin de fonction rénale. Et au cours de 4 ans, on peut avoir plus de bénéfices. Donc, il va retarder la dialyse de 1 à 2 ans chaque 4 ans. Donc, on ne peut pas voir directement, mais on va voir à long terme avec le traitement avec le déclin des fonctions rénales au fur et à mesure de son traitement. Il y a une question qui a été posée, mais je crois que tu l'as déjà répondu. Y a-t-il un âge limite pour utiliser le tolvaptan? Euh, Pour l'âge limite, au maximum, l'étude a été faite sur les patients euh, jusqu'à 50 ans. Il y a une étude de ça. Et une étude qui a été faite après pour les patients plus que 50 jusqu'à 65 ans. Donc, pour le moment, tous les patients avant 50 ans sont éligibles. Et s'il déjà commencé à l'âge de 50 ans, le tolvaptan, il peut continuer jusqu'à l'arrivée aux dialyses ou bien au greffe rénal. Donc, surtout plus que 18 ans jusqu'à 50 ans, c'est l'âge d'éligibilité. Il peut passer jusqu'à 65 ans. OK, merci. Et quand devrait-on envisager le tolvaptan lorsqu'il y a des antécédents familiaux avec la polykystose rénale? C'est selon chaque patient, même si euh, la famille a un descendant de l'insuffisance rénale précoce à l'âge de 40 ou 45 ans. Chaque patient, chaque malade et va référer sur son néphrologue qui va voir tous les examens et les suivis du patient pour décider quand il va commencer. C'est spécifique pour chaque malade. Donc, c'est le néphrologue qui va Oui, décider si tu es un bon candidat ou bien oui, bonne candidate pour prendre le tolvaptan. oui, c'est ça. Euh, alors, quand devrait-on envisager le tolvaptan pour ma fille de 16 ans diagnostiquée avec la MPR? À l'âge de 16 ans n'est pas recommandé, donc il faut attendre 18 ans et consulter le nephrologue selon leur cas, son cas, euh, selon la taille les tailles rénales, le volume rénal, les débits de filtration glomérulaire, tout ça va être discuté avec le néphrologue, mais à partir de 18 ans, pas avant. OK, donc à 16 ans, sa fille devrait être avec un néphrologue en pédiatrie, n'est-ce pas? Oui, Et d'habitude, les néphrologues en pédiatrie qui ont une patiente avec la polykystose rénale, c'est eux qui les réfèrent à un médecin adulte à l'âge de 18 ans. Donc, oui, j'en connais des patients qui ont des enfants qui ont suivi ce même chemin. oui. Alors, ce médicament est-ce qu'il aide à réduire les kystes hépatiques chez les personnes plus âgées? Donc, Euh, je demande la question pour si ça réduit les kystes hépatiques. Hépatique. Oui, il y a des gens qui ont des polykystoses hépatiques avec des polykystoses rénales. Il y a des cas qui montrent durant les études qu'il y a une diminution de volume des kystes hépatiques, mais il n'y a pas comme une étude qui a confirmé, qui a étudié spécifiquement ces cas de polykystose hépatique. Pour cela, on ne peut pas confirmer si c'était indiqué pour les polykystoses hépatiques et c'était efficace parce qu'il y a des petits cas qui ont montré ça. Il n'y a pas une étude qui confirme l'efficacité chez les maladies polykystoses hépatiques. OK. Euh, il y a des personnes qui disent
Boire 3 litres d'eau par jour aura-t-il des effets semblables au Tolvaptan? Euh, Seulement, hum, seulement boire 3 de- litres d'eau. d'eau. Ça va pas être le même effet. Les 3 litres d'eau va aider à retarder de l'insuffisance rénale, mais comme l'efficacité de tolvaptan, c'est pas la même chose. Donc, le tolvaptan est plus efficace quand on va comparer directement. OK. Euh, Existe-t-il un moyen de réduire les kystes ou la taille d'un rein? Non, malheureusement, il n'y a pas de méthode pour diminuer les volumes et les kystes. Il y a peut-être des aspirations, ça se fait, mais ça va pas arrêter les déclins des fonctions rénales avec le temps, ça va pas aider. Oui, comme tu as dit, c'est ton néphrologue, pour la personne qui a Oui. répondu à qui a posé la question, c'est ton néphrologue qui va Oui. euh, en discuter Ok. qui va en discuter avec toi pour parler de soit réduire les kystes ou la Mhm. taille du rein qui, comme tu as dit, c'est comme l'aspiration ou bien Oui. parfois ça s'appelle l'ablation. Et moi, je suis une personne qui a eu des kystes au foie qui ont été enlevés par ablation. Je l'ai faite Mhm. 3 fois, mais j'ai pas pu le faire encore parce que cette procédure a des effets secondaires. Donc, mais il faut consulter avec ton Oui. néphrologue car c'est seulement lui le spécialiste qui peut déterminer quoi faire si la grosseur des reins est vraiment, vraiment très importante. Oui. Alors, la sécurité, le suivi et quand arrêter ou recommencer. Je pense que la personne a Vous pouvez des doutes répéter sur tout ça. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, Luisa? C'est la sécurité, le suivi et quand arrêter ou recommencer. Le tolvaptan? Le tolvaptan. Ah, ok. Euh, Surtout quand il y a les valeurs hépatiques qui est élevées, les ALT, AST ou bilirubin, ça peut être, ça, il faut arrêter dans ce cas quand ils sont élevés, s'élèvent plus que le normal. Mais il y a une possibilité de commencer le traitement si les valeurs hépatiques reviennent à la normale, s'il n'y a pas de lésions hépatiques après cette élévation. Il y a une possibilité de reprendre le traitement du tolvaptan, mais c'est toujours avec prudence. Il faut toujours bien faire le suivi de tests hépatiques euh, dans ce cas. Mais Donc, quand les lésions sont, il y a des lésions hépatiques ou quand les valeurs sont très élevées, parfois, ça ne revient pas au tolvaptan. OK, donc c'est toujours le médecin et possiblement un expert hépatique Ouais. qui va te dire d'arrêter ou d'attendre et après recommencer. Oui, faut toujours suivre avec le néphrologue, avec les pathologues quand il y a des lésions hépatiques. OK, une autre, c'est devrais-je reprendre Ginarc après une forte hausse de mes enzymes hépatiques? On a répondu. Euh, Question? Alors, la question est, devrais-je reprendre Ginarc Mhm. après une forte hausse de mes enzymes hépatiques? Je sais que ça, La même c'est chose. c'est comme une suivi à, Oui, à la dernière chose qu'on a dit. oui. Et si tu veux dire La même chose, il faut voir si les enzymes hépatiques reviennent à la normale ou non. Et selon les recommandations du médecin, selon le suivi du patient, si c'était recommandé de reprendre le générique ou non. une autre question.
devrais-je continuer le tolvaptan si ma SGPT est élevée et si mon rein a augmenté rapidement de volume? Euh, la même chose, c'est le néphrologue qui va décider avec les valeurs et les volumes rénal qui va, si c'est possible de reprendre ou d'arrêter ou de tout ça avec le tolvaptan. OK. J'ai arrêté le tolvaptan à cause d'une toxicité hépatique. Suis-je plus à risque si je le reprends? Ça va être comme on a dit avant, quand avec le néphrologue qui va décider et les pathologues, c'est le cas par cas. Mais s'il n'y a pas de lésions hépatiques et tout revient à la normale, il y a une possibilité de reprendre tolvaptan. Ça va être avec le néphrologue qui va décider tout ça. La prochaine question, c'est la maladie progresse-t-elle comme si on n'avait jamais pris Ginac une fois qu'on l'arrête? Quand, oui, il y a la déclin de fonction rénale revient comme avant on a pris tolvaptan. Ça revient comme avant, mais pas en accéléré. Si on arrête tolvaptan, ça va être accéléré. Non, ça va revenir comme avant tolvaptan. Un déclin de fonction rénale. OK. Euh, quelle dose de tolvaptan est nécessaire pour obtenir un bénéfice? Ça, dans le diapo que j'ai déjà mis, il faut commencer à 40, il faut arriver 45. Un instant, j'ai pas bien. euh, C'est pas 60 milligrammes total par jour? je vais. Un instant, parce que j'ai pas bien mémorisé les chiffres. Je me rappelle pas, c'est pour ça. Ok. Un instant. Oui, c'est ça. Donc, 45, il faut commencer 45 milligrammes le matin, 15 milligrammes après-midi. Il faut arriver au maximum. La dose qui était tolérée et avec efficacité maximum, c'est 80 milligrammes le matin et 30 milligrammes l'après-midi. OK. Euh, vais-je prendre le tolvaptan jusqu'à une éventuelle greffe? Donc, la personne demande si elle Mhm. va continuer à prendre je crois qu'elle veut dire, ou il veut dire que je vais prendre le tolvaptan jusqu'à l'éventuelle greffe. Mais Oui. est-ce que ça veut dire aussi si la personne est sur dialyse? Je sais pas. Oui. La même chose. Donc, il faut continuer tolvaptan jusqu'à arriver ou bien au dialyse ou bien s'il y a une greffe pour le patient. OK. OK. Les effets secondaires changent-ils en fonction de la baisse de la fonction rénale? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Les effets secondaires changent-ils en fonction de la baisse de la fonction rénale? Non, les effets secondaires de l'obaptan vont être la même, même si les fonctions rénales vont varier. Les mêmes effets secondaires de l'obaptan vont rester tout le long du traitement. OK. Ah, pour les personnes qui savent qu'il faut boire beaucoup, Mhm. cette personne demande le besoin de boire et d'uriner fréquemment. S'améliore-t-il avec le temps? Hmm, non, la même besoin les mêmes choses, les mêmes quantités d'urine va être chaque fois. Il n'y a pas d'amélioration, euh, beaucoup d'amélioration. Donc, il va s'habituer plutôt que va changer les valeurs. Ça va être les mêmes. Une dernière question. Que se passe-t-il si je n'arrive pas à boire toute l'eau recommandée? Euh, il faut toujours avoir l'accès à l'eau. Donc, quand il n'y a pas, quand il y a une impossibilité de boire ou bien incapacité à senser qu'il y ait la sensation de soif, donc il faut pas prendre le médicament.
Donc, parmi les contre-indications, il y a une incapacité à percevoir au soif ou bien au accès à l'eau. Donc, il ne faut pas prendre tolvaptan dans ce cas. Parfois, on recourt à une break, on arrête 1, 2, 3 jours s'il y a un voyage, une vacance hors pays. Peut-être il ne peut pas arriver accès à l'eau. On peut l'arrêter pour certains moments, mais si c'est un cas, toujours il ne peut pas accéder à l'eau, on ne sent pas le soif. Dans ce cas, c'est pas recommandé de prendre tolvaptan. Ok, Chirine, moi de ma part, je voudrais te remercier infiniment pour avoir donné partagé avec nous toute cette information. Je veux dire à ceux qui ont participé que le vidéo va être disponible sous peu et vous n'allez qu'aller sur la chaîne YouTube pour la chercher. Et je voulais aussi dire, puisque je suis, ou bien j'étais une patiente PKD, j'ai eu la grâce d'avoir un don de rein et de foie. Et j'aimerais inviter tous ceux qui peuvent le faire, de devenir un donneur d'organes. Moi, constamment, je fais la promotion du don d'organes et il y a des feuillets ici de Transplant Québec. J'en ai toujours avec moi, chez moi. Et il suffit de prendre cette petite étiquette, l'étiquette qui est ici, Oui, la signer et l'afficher sur votre carte d'assurance maladie pour indiquer que vous êtes un donneur d'organes et que vous êtes un possible héros pour quelqu'un qui en aura besoin. Je te remercie encore, Chirine. merci à Merci vous. beaucoup pour ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de les envoyer à la fondation endpkd.ca et ou bien me les envoyer à moi avec le courriel Montréal Chapter cloche endpkd.ca. Montréal, CHAPTER, arrobas, endpkd.ca. Chirine, bonne soirée. Bonne soirée à tous. J'espère que vous avez aimé notre présentation. Nous apprécions de vous avoir ici et j'espère que vous avez apprécié l'expertise de Chirine. Merci et Merci. bonne soirée. Merci beaucoup pour cette opportunité.